La police arrête une femme noire et découvre qu'elle est leur nouvelle chef. Ils pensaient avoir le contrôle. Deux policiers arrêtant une conductrice isolée, prêts à faire pression. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la femme au volant n'était pas n'importe quelle conductrice, c'était leur nouvelle chef de police. Et cette interpellation allait tout changer. Kendra Hayes avait toujours été une femme d'une force tranquille, une femme qui savait ce que signifie s'élever après des années de dur labeur. Ce jour marquait le début d'un nouveau chapitre, son premier jour en tant que chef de police dans la ville animée de Cedarview. C'était un exploit pour lequel elle s'était battue, surmontant d'innombrables obstacles, notamment un système judiciaire qui semblait construit pour la maintenir, elle et d'autres comme elle, dans l'ignorance. Elle emprunta l'autoroute sinueuse menant à la ville, le soleil matinal projetant une chaude lueur à l'horizon. Ses mains serraient le volant un peu plus fort que d'habitude. C'était censé être un jour de fête, mais Kendra ne parvenait pas à se débarrasser du malaise qui la rongeait. Cedarview n'était pas une ville comme les autres. Elle avait une réputation, connue pour sa culture profondément conservatrice. Son service de police était depuis longtemps entaché de rapports de partialité, notamment à l'encontre des minorités. Kendra avait lu ces rapports, entendu ces histoires. Tapez 1 si vous avez déjà ressenti cette tension sourde dans un endroit où vous n'étiez pas censé être jugé. Tapez 0 si c'est nouveau pour vous. Et surtout, abonnez-vous à RVM, Lutte des Noirs pour ne pas manquer la suite de cette histoire vraie et percutante. De nombreux policiers avaient exprimé leur mécontentement face à sa nomination, une femme noire à la tête de leur service. Mais Kendra n'était pas du genre à reculer. Alors qu'elle approchait d'un feu rouge imminente, un éclair de gyrophare bleu et rouge illumina son rétroviseur. Une voiture de patrouille s'arrêta derrière elle, sirène hurlante. Instinctivement, le rythme cardiaque de Kendra s'accéléra. Elle savait que ce n'était pas une coïncidence. Elle se gara sur le bord de la route, l'herbe du bas-côté crissant sous ses pneus. Deux policiers, tous deux blancs, sortirent du véhicule. Le policier le plus âgé, un homme large d'épaules d'une quarantaine d'années, s'approcha de sa voiture d'un pas mesuré et posé. Le jeune policier la suivit de près, le visage crispé par la suspicion. Kendra baissa sa vitre, son pouls régulier, mais l'officier supérieur se pencha légèrement, scrutant sa voiture du regard avant de se poser sur elle. « Permis et carte grise », dit-il d'un ton neutre, sa voix emplie d'une autorité un peu trop affirmée. Kendra fouilla dans sa boîte à gants et en sortit les documents sans un mot. Elle avait appris depuis longtemps que dans ce genre de situation, le silence était souvent la meilleure stratégie. En les lui tendant, l'officier supérieur plissa légèrement les yeux, mais il ne dit rien. Le jeune officier, en revanche, ne se montra pas aussi réservé. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda-t-il d'un ton teinté de suspicion. « Ce quartier n'est pas vraiment sûr, si vous voyez ce que je veux dire. » Kendra eut un pincement au cœur, mais elle garda son calme. « Je vais au travail. » « Et où cela se trouverait-il exactement ?» insista le jeune officier en se penchant un peu plus près. Son sourire narquois suggérait qu'il avait déjà des soupçons sur elle. Kendra hésita un instant. Elle aurait pu révéler sa position sur le champ, mettre fin à la mascarade. Mais quelque chose lui disait de se retenir. Elle avait déjà vécu cette situation. Likez et partagez si vous pensez que le respect ne devrait jamais dépendre de l'apparence. RVM, Lutte des Noirs, est là pour donner la parole à ceux qu'on n'écoute jamais. Abonnez-vous dès maintenant à RVM, Lutte des Noirs, pour découvrir le moment où Kendra révèle calmement sa véritable identité et ce que cela déclenche dans le cœur de ces deux policiers. Ce moment, vous ne l'oublierez pas. Le rapport de force était indéniable et elle ne voulait pas commencer sa première journée en créant des tensions avec les officiers qu'elle allait bientôt commander. « Vous le saurez bien assez tôt », répondit-elle calmement, le regard fixé sur le jeune officier. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, mais elle laissait clairement entendre qu'elle n'était pas d'intimidée. L'officier supérieur, sentant que la situation allait dégénérer, intervient. « Ne compliquons pas les choses, madame. » La menace voilée. Elle s'était trop battue, avait grimpé trop haut pour laisser passer ça. Kendra prit une grande inspiration, décidant qu'elle avait assez joué le jeu. « Je vous suggère de repenser à la façon dont vous gérez cette situation. » dit. Le changement dans l'air était palpable. Les deux officiers se figèrent. L'officier supérieur cligna des yeux, confus, les sourcils froncés, la prise de conscience, le frappant comme un coup de poing au ventre. L'expression suffisante du jeune officier disparut, remplacée par la stupeur et une pointe de panique. « Vous êtes le chef ?» balbutia l'officier supérieur, visiblement pris au dépourvu. « Oui, » dit Kendra d'une voix faible. « Et j'aimerais savoir pourquoi on m'a arrêté, et pourquoi on me pose ce genre de questions. » Pendant un instant, aucun des deux officiers ne répondit. Le plus jeune hésitait, cherchant une excuse. L'officier supérieur s'éclaircit la gorge, luttant pour retrouver son calme. « On arrête des gens comme moi, sans raison, on fait des suppositions, et on essaie d'user de son autorité, parce qu'on pense pouvoir s'en tirer. » L'officier supérieur ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Le calme et la fermeté de Kendra ne faisaient qu'aggraver leur comportement. « Voyez-vous, pour
poursuivit-elle, les yeux rivés sur eux. Les deux agents restèrent silencieux, le visage décoloré. Kendra sentait le poids du moment s'abattre sur elle. Il s'agissait de toutes les personnes injustement arrêtées, interrogées et harcelées parce qu'elles ne correspondaient pas à l'idée étriquée de ce qui appartenait à certains espaces. Elle sortit de la voiture, la tête haute, et s'adressa à eux. Vous me rendrez compte personnellement au cours des prochaines semaines. J'examinerai chacun de vos contrôles routiers et je vous suggère de réfléchir longuement à la façon dont vous vous comporterez désormais. Nous ne voulions pas manquer de respect, chef, cela ne se reproduira plus. Pour extirper les préjugés profondément ancrés qui minaient la police de Cedarview depuis trop longtemps, bien, dit-elle doucement avant de retourner à sa voiture. Elle avait gagné cette manche, mais de nombreuses autres batailles l'attendaient. Son poste de chef de police était plus qu'un simple titre. C'était une responsabilité, la responsabilité de s'assurer que personne d'autre n'ait à subir ce qu'elle venait de vivre. Plus tard dans la journée, Kendra réunit le service pour sa première réunion. La tension était palpable dans la salle tandis qu'elle se tenait devant les policiers, sa présence attirant l'attention de tous. Elle raconta les événements de la matinée, sans omettre aucun détail. Je ne suis pas là pour embarrasser qui que ce soit, commença-t-elle d'une voix ferme. Chaque policier de ce service sera tenu responsable de la façon dont il traite les citoyens de Cedarview, quelle que soit leur origine, leur sexe ou leur origine. Un murmure de malaise parcourut la salle, mais Kendra ne broncha pas. Elle avait passé sa vie à se battre pour la justice et elle n'allait pas s'arrêter maintenant. C'est votre chance de prouver que vous êtes le genre de policier qui servent avec intégrité, poursuivit-elle. Mais sachez ceci, je ne tolérerai aucun manque de respect et je ne tolérerai personne qui se croit au-dessus des lois. Kendra savait qui était prêt à la soutenir et qui ne l'était pas, dit. Mais cela n'avait pas d'importance, elle était prête à relever le défi. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle de la rencontre de Kendra se répandit dans la communauté. Pour certains, c'était le signe que le changement était enfin en marche. Pour d'autres, ce fut un signal d'alarme. Les médias eurent vent de l'histoire, et Kendra devint bientôt le symbole de ce dont Cedarview avait besoin. Quelqu'un qui n'avait pas peur de s'opposer à l'injustice, quelqu'un déterminé à réformer un système défaillant. Il restait encore tant à faire. Chaque arrêt, chaque rencontre, chaque décision serait scrutée à la loupe. Mais à cet instant, s'éloignant de ces deux policiers, humiliés, Kendra était certaine d'une chose, elle était exactement là où elle devait. Arrêtez le camion maintenant ou vous mourrez. L'homme cagoulé a pointé son arme directement sur Simone à travers la vitre. Elle a souri calmement, a coupé le moteur et s'est dit « Vous n'avez aucune idée de qui vient de s'arrêter. » Quand les trois braqueurs ont vu le bracelet noir attaché au rétroviseur, il était déjà trop tard. Il était 23h30, un mardi pluvieux, sur la BR16 entre São Paulo et Rio de Janeiro. Simone Santos, 38 ans, conduisait son Scania depuis 12 heures d'affilée, transportant un précieux chargement d'appareils électroniques. Noire, forte, mesurant 1,75 mètres, et avec les mains calleuses de quelqu'un qui connaît la route comme personne. Elle était respectée dans toutes les stations-service de la région. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'à 16 ans, elle avait commencé le karaté Shotokan pour se défendre des brimades à l'école, et qu'elle n'avait jamais arrêté. Si vous aimez les histoires vraies ou inspirées de femmes puissantes comme Simone, laissez un like et abonnez-vous dès maintenant à RVM Lutte des Noirs. Commentez ci-dessous la ville depuis laquelle vous la regardez. Voyons si nous avons des téléspectateurs de tout le Brésil. La pluie battait fort sur le pare-brise lorsque trois hommes surgirent de l'obscurité, bloquant la voie avec des branches et des pierres. Simone ralentit, déjà méfiante. 22 ans sur la route lui avait appris à reconnaître une embuscade à des kilomètres. Son cœur battait la chamade, mais son sang-froid restait intact, comme son sensei le lui avait appris. Le premier agresseur, maigre et nerveux, frappa à la vitre avec la crosse de son arme. Descends de là, fille noire, ce sera rapide si tu coopères. Le deuxième, plus grand et apparemment le meneur, fit le tour du camion en vérifiant les serrures. Le troisième, jeune et visiblement inexpérimenté, surveillait la route. Simone observait chaque mouvement à travers les rétroviseurs. Elle calculait les distances, analysait les positions, identifiait les plus dangereux et les plus faibles du groupe. Sa respiration était contrôlée, ses mains détendues, signe que ses 22 ans d'entraînement portaient leurs fruits. Êtes-vous sourde ? Descends maintenant, le chef commença à perdre patience. Cette cargaison vaut une fortune et vous ne gâcherez pas notre travail. Lentement, Simone ouvrit la portière et sortit de la cabine. Les voleurs rirent en voyant une femme seule sur la route déserte. On pensait que c'était un homme costaud qui conduisait cette machine, railla le chef. Ce sera plus facile qu'on ne l'imaginait. Ils ne remarquèrent pas que Simone positionnait ses pieds, répartissait son poids, se préparait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous tient en haleine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Le ruban noir accroché au rétroviseur se balançait légèrement au vent. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, dit-elle doucement, les mains tremblantes. J'ai une petite fille à la maison. » Le jeune homme baissa légèrement la garde, touché par la supplication. C'était sa première erreur.
Où sont les clés du camion? Demanda le chef en s'approchant dangereusement. Et n'essayez pas de faire le malin, on connaît toutes les astuces. Simone désigna la poche de sa veste, les yeux baissés, feignant la soumission. Lorsque l'homme tendit la main vers ses clés, elle se prépara à ce qu'elle avait répété 1000 fois. Que feriez-vous dans la situation de Simone? Dites-le en commentaire. Et surtout, partagez cette histoire puissante avec quelqu'un qui croit encore qu'une femme seule sur la route est sans défense. La pluie continuait de tomber, étouffant les bruits de l'autoroute déserte. En quelques secondes, 3 criminels expérimentés allaient découvrir qu'ils avaient complètement sous-estimé leur victime. Simone parviendra-t-elle à utiliser ses connaissances en karaté pour renverser la situation? La BR16 a toujours été surnommée le couloir de la mort par les routiers, non seulement à cause des accidents, mais aussi à cause des fréquents vols qui se produisaient notamment sur le tronçon entre Queluz et Lavranas. Simone connaissait chaque virage, chaque station-service, chaque point dangereux de cet itinéraire. Fille d'un chauffeur routier décédé dans un accident à seulement 12 ans, elle avait grandi en entendant des histoires sur la route, et s'était promis de ne jamais être une victime impuissante. Le dojo où elle s'entraînait se trouvait dans le quartier de Liberdade, à São Paulo. Maître Takeshi, un japonais de 70 ans émigré dans les années 1160, aperçut quelque chose de spécial chez Simone dès le premier instant. On n'y a recours que lorsqu'on n'a pas d'autre choix. Sa fille Marina, 8 ans, la regardait souvent s'entraîner, fière d'avoir une mère qui savait se battre comme dans les films. Désespéré de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, il a accepté la proposition de Junine, l'intermédiaire qui organisait les vols de marchandises dans la région. Marcelo, le plus jeune du groupe, 19 ans, était là sous la pression. Il devait de l'argent à des trafiquants de drogue locaux et voyait dans ce braquage un moyen de rembourser rapidement sa dette. Ses mains tremblaient en tenant l'arme, c'était seulement la 2e fois qu'il participait à un acte criminel. Jules comme ça, il avait déjà purgé une peine pour vol et était en liberté conditionnelle. Pour lui, ce n'était qu'un travail comme un autre, un moyen de gagner facilement de l'argent en exploitant la vulnérabilité des conducteurs isolés sur la route. La cargaison que Simone transportait était particulièrement précieuse. Des téléphones portables, des tablettes et des ordinateurs portables d'une valeur de plus de 4. Les informations avaient fuité de l'entrepôt même où elle les avait chargées. À l'intérieur, quelqu'un transmettait aux criminels des données sur les meilleurs chargements et les temps de trajet. À cet instant, debout sous la pluie avec 3 hommes armés devant elle, Simone repensa à Marina dormant chez sa grand-mère. Elle repensa aux paroles de Maître Takeshi, qui préconisait de n'utiliser le karaté qu'en cas de nécessité. La ceinture noire qui flottait dans le miroir n'était pas qu'un symbole, c'était le résultat de milliers d'heures de dévouement, de discipline et de dépassement de soi. Chaque degré obtenu représentait non seulement la technique, mais aussi le caractère, la persévérance, et surtout la capacité à garder son calme sous la pression. Les braqueurs ignoraient qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait participé à des championnats d'État, qui cassait des planches à main nue à l'entraînement, qui pouvait terrasser un homme 2 fois plus grand qu'elle en utilisant uniquement sa propre force. La tension était palpable, et en quelques secondes, la situation allait prendre une tournure totalement inattendue. Les clés sont là, dans ma poche, répéta Simone d'une voix étranglée par une peur feinte. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. D'un mouvement fluide, qui dura moins de 2 secondes, Simone appliqua un jab d'un barret, une défense basse, détournant le bras armé de Carlos, sur le côté, suivi immédiatement d'un coup de pied frontal, en plein plexus. L'impact fut si précis que Carlos se plia en 2 instantanément, perdant le souffle et lâchant son arme. Qu'est-ce que c'est? Hurla Marcelo en essayant de viser, mais Simone était déjà en mouvement. Elle appliqua un Mahuisérancia qui toucha le poignet du jeune homme, projetant l'arme loin dans l'obscurité. Robson, le plus expérimenté, recula de quelques pas et réussit à garder le contrôle de son arme. Tu vas mourir, espèce de salaud, hurla-t-il, mais ses mains tremblaient. Tu as 3 secondes pour lâcher ton arme et courir, dit Simone en adoptant une position de Zinkutsuadi, de face, les yeux rivés sur lui. La pluie ruisselait sur son visage, mais sa respiration était parfaitement contrôlée. Carlos était toujours au sol, essayant de reprendre son souffle. Marcelo gémit en se tenant le cou. Robson regarda ses compagnons tomber et réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la situation. « On ne sait pas à qui on a affaire », cria-t-il, mais sa voix était plus désespérée que menaçante. « J'ai d'autres partenaires qui arrivent. » Elle fit un pas en avant et Robson recula instinctivement. « Mes filles, elle m'attend pour rentrer », dit Simone d'une voix désormais ferme et déterminée. « Et tu as commis l'erreur d'essayer de l'en empêcher. » Robson tira sur elle, mais Simone s'était déjà déplacée latéralement. Le tir effleura sa veste. En réponse, elle exécuta une séquence dévastatrice. Wayuk, un coup de poing en plein ventre, suivi d'Arakanuti, un coup de poing au visage, se terminant par un Kansetsujeri, un coup de pied à la jointure qui fit tomber Robson à genoux. L'arme lui tomba des mains et il leva les yeux, voyant Simone en parfaite posture de combat, prête à porter le coup fatal, si nécessaire.
S'il vous plaît, murmura-t-il, le nez en sang. Mais vous avez choisi la mauvaise personne pour tenter de la détrousser. Simone répondit en ramassant les 3 armes et en vérifiant si elles étaient déchargées. Vous pensiez que parce que je suis une femme en noir, je serais une victime facile. Grave erreur, je ne voulais blesser personne. Et Simone regarda les 3 hommes, 2 au sol, l'un à genoux. Elle sentait l'adrénaline couler dans ses veines, mais son esprit était clair. Elle repensa aux paroles de Maître Takishi sur la miséricorde et aux leçons qu'elle voulait enseigner à sa fille sur la justice. Tu peux continuer cette vie et rencontrer un jour quelqu'un qui ne sera pas aussi gentil que moi. Ou tu peux trouver une façon honnête de vivre. 3 criminels avaient appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et un chauffeur de camion avait prouvé que la connaissance, la préparation et le courage peuvent vaincre n'importe quelle menace. Simone prit son téléphone portable et hésita avant de composer le numéro. Appeler la police serait la bonne procédure, mais elle connaissait bien la réalité de la route. Pire encore, elle savait que des informations sur une cargaison précieuse fuyaient de quelque part, et elle n'était pas sûre de pouvoir faire confiance à qui que ce soit. Je vais vous faire une proposition qui pourrait vous sauver la vie. Carlos, se tenant toujours le ventre, la regarda avec suspicion. Quel genre de proposition? Vous allez me dire qui transmet des informations sur la cargaison? En échange, je n'appellerai pas la police maintenant. Robson cracha du sang. Tu es fou si tu penses qu'on va dénoncer notre contact. Ton contact n'a pas hésité à te mettre en danger. Simone l'interrompit. Il savait que je voyageais seul. Marcelo leva la tête, toujours tremblant. Comment le sais-tu? Parce que j'ai subi 3 tentatives de vol ces 6 derniers mois, toujours dans les mêmes conditions. Cargaison de valeur, heure précise, route déserte. Cette révélation mit les 3 braqueurs mal à l'aise. Carlos échangea un regard avec Robson, commençant à comprendre qu'ils n'étaient que des pions dans un complot plus vaste. Et Simone continua. Marcelo, tu as dit que tu devais combien aux trafiquants de drogue? 15 000, répondit-il doucement. Et quelle part de cette cargaison allais-tu partager? 50 000 chacun. Informateur, gagne probablement beaucoup plus que toi, sans se salir les mains. À ce moment-là, le portable de Carlos vibra. Un message apparut à l'écran. Issu, comment avance le travail? J'ai besoin d'une confirmation dans 30 minutes. Simone vit le message et sourit froid. Regarde, il exige des résultats. Si tu échoues, penses-tu qu'il t'aidera quand la police t'arrêtera? Robson finit par céder. Ce type s'appelle Dinio, il travaille à l'entrepôt Transcargo de Garul. Il transmet des informations sur les marchandises les plus précieuses et les heures de départ. Issu, Dinio Montenegro, ajouta Carlos. Il organise ses arnaques depuis plus de 2 ans, versant un pourcentage à ceux qui commettent les braquages. C'était l'une des entreprises qu'elle utilisait le plus pour transporter des marchandises. Cette révélation lui expliqua beaucoup de choses. Depuis combien de temps travaillez-vous pour lui? Demanda-t-elle. Je suis ici depuis 6 mois, répondit Carlos. Les chauffeurs livraient toujours tous sans se battre. Pourquoi n'avez-vous jamais trouvé quelqu'un de préparé? Demanda Simone. Combien de chauffeurs ont été victimes de ce stratagème? Je ne sais pas, peut-être 30. Des dizaines de collègues chauffeurs routiers avaient été blessés, certains peut-être, à cause de la cupidité de Dean. Elle pensa à tous les chauffeurs qu'elle connaissait, des travailleurs honnêtes qui essayaient de subvenir aux besoins de leur famille, exploités par des criminels qui n'avaient même pas le courage de se salir les mains. Maintenant, vous allez m'aider à mettre fin à tout ça, dit-elle avec détermination. Et en échange, j'envisagerai peut-être de vous donner une seconde chance. Simone élabora rapidement un peu. Carlos, tu vas répondre à ce message en disant que tout s'est bien passé, mais qu'il y a eu un problème avec le camion, et que tu as besoin de plus de temps pour ouvrir l'arrière. Carlos demanda alors, toujours méfiant. Ensuite, tu vas m'emmener voir Dean. C'est du suicide, protesta Robson. Ce type a des relations dangereuses. Marcelo, resté silencieux, prit enfin la parole. Ici on fait ça, tu ne vas vraiment pas nous dénoncer. Simone le regarda. Je ferai mieux que ça. Je t'aiderai à trouver un vrai travail. Je connais des gens dans le secteur du transport qui offrent des opportunités à ceux qui veulent prendre un nouveau départ. L'offre les a surpris tous les 3. Ils s'attendaient à des menaces, de la violence, de la vengeance, pas à une proposition de rédemption. Carlos a tapé le message, comme indiqué. La réponse de Dinio est arrivée rapidement. Vous avez 2 heures pour résoudre le problème. Robson a expliqué. Il y va toujours après le travail, pour obtenir les rapports. Simone connaissait l'endroit, un bar fréquenté par les camionneurs, les débardeurs et les travailleurs des transports. Montons tous dans mon camion, décida-t-elle. Mais d'abord, je dois passer un coup de fil. Je suis confronté à une situation où je dois choisir entre la vengeance et la justice. Le vieux maître resta silencieux quelques secondes. Dites-moi, carotte signifie la voix des mains vides, Simone Chan. Après l'appel, Simone se tourna vers les 3 hommes. Ici, dites, dernière chance d'abandonner. Si tu viens avec moi, ce sera jusqu'au bout. À sa surprise, ce fut Marcelo qui répondit le premier. J'y vais. Carlos hésita, mais finit par accepter.
Si tu peux vraiment m'aider à sortir de cette vie. Robson était le plus réticent. Ici, ça viendra, mais je n'ai pas grand-chose à perdre de toute façon. Alors qu'ils se dirigeaient vers la ville, Simone expliqua les détails du plan. Ils arriveraient au bar. Ici, Carlos et Robson y entreraient normalement pour trouver Dinio, tandis que Simone et Marcelo resteraient cachés. Le but était d'enregistrer les aveux de Dinio et d'obtenir suffisamment de preuves pour le livrer aux autorités. Et s'il avait des soupçons, demanda Carlos, et c'est pour ça que j'ai apporté ça. Simone montra un petit enregistreur qu'elle emportait toujours avec elle pour enregistrer les problèmes sur la route. Tu vas t'en servir pour enregistrer la conversation. Il découvrira alors qu'une ceinture noire de karaté sert aussi à traquer les criminels. À l'approche de la ville, la tension monte. Simone savait qu'elle risquait sa sécurité, sa carrière et même sa liberté. Mais elle pensa à tous les chauffeurs routiers qui avaient souffert à cause de Dinio, à sa fille, qui grandirait en sachant que sa mère se battait pour ce qui était juste. Les gars, dit-elle en voyant les lumières de la ville. À partir de maintenant, plus de retours en arrière possible. Les camionneurs buvaient de la bière en discutant des itinéraires et du fret, créant ainsi l'ambiance parfaite pour dissimuler l'opération. Simone gara le camion à 2 pâtés de maison et vérifia à nouveau le matériel. Vous n'êtes que 2 braqueurs qui signalent une opération réussie. Laissez Dinio parler. Laissez Dinio parler. C'est pour ça que vous restez avec moi, répondit Simone. En cas de problème, tu cours au camion et tu appelles la police. Carlos a testé le micro-enregistreur caché dans sa veste. Il fonctionne. Il a des relations avec des poids lourds. Par la fenêtre du bar, ils aperçurent Dinio, un homme chauve d'âge moyen portant une chemise froissée. Il était seul à une table au fond, buvant du whisky et consultant constamment son téléphone portable. C'est lui, confirma Carlos. Simone regarda autour de lui. De sortie, plusieurs tables occupées. Ici, le barman était attentif. Si les choses dérapaient, ce serait compliqué. Allez-y, ordonna-t-elle. Simone vit l'homme lever la tête, visiblement irrité par le retard. Ça dura trop longtemps. Ici, problème avec la cargaison. Il fallait improviser. Dinio sembla se détendre, tandis que Carlos rapportait une version modifiée des événements. Ici, Robson ajouta des détails techniques sur le camion et son emplacement. Prochain chargement. Électronique à nouveau. Ici, la voix de Dinio devint plus claire à mesure qu'il s'animait en parlant de la prochaine mission. Simone fit signe à Marcelo de se taire. Ils s'entendaient bien, mais soudain, quelque chose change. Dinio se tendit, regarda autour de lui, et posa une question que Simone n'entendit pas. Carlos hésita dans sa réponse, et Robson commença à s'agiter nerveusement sur sa chaise. Ellipse, marmonna Simone. Elle entendit Dinio dire « Où est la 3e personne? On est toujours 3 sur une mission. » Carlos improvise. Simone vit Dinio prendre son téléphone portable et commencer à composer un numéro. S'il passait cet appel, d'autres criminels pourraient débarquer. Marcelo entre dans la vérité. Allez, maintenant, ordonna-t-elle. Simone entra dans le bar d'un pas déterminé. Son plan initial avait échoué, mais des années de karaté lui avaient appris que l'adaptation était essentielle à tout combat. Ici, elle s'approcha de la table de Dinio par derrière, profitant du fait qu'il était distrait par son téléphone. Carlos et Robson la virent arriver, et leurs yeux s'écarquillèrent. « Excuse-moi, dit Simone en posant une main sur l'épaule de Dinio. Son regard parcourut Simone de la tête aux pieds, essayant de comprendre qui était cette femme et comment elle s'inscrivait dans cette situation. Simone répondit calmement en tirant une chaise et en s'asseyant. « Et je suis aussi celui qui va mettre fin à ton plan. » Le bar était encore bondé, mais Simone remarqua que certains chauffeurs routiers aux tables voisines commençaient à prêter attention à la conversation. Elle reconnut des visages, des collègues, qui avaient probablement déjà été victimes de Dinio. « Ici, je ne sais pas de quoi tu parles. » Dinio essaya de se lever, mais Simone fut plus rapide, lui saisissant le poignet d'une poigne qu'il réalisa aussitôt, beaucoup plus forte qu'il n'y paraissait. « Assieds-toi, dit-elle sans changer de ton. Écoute bien, Monténégro, Simone continua d'utiliser son vrai nom. Je sais que tu travailles chez Transcarga, je sais que tu vends des informations sur des marchandises de valeur depuis au moins 2 ans, et je sais que tu es responsable de dizaines de vols sur la BR16. Le visage de Dinio pâlit. Tu ne peux rien prouver. En fait, moi si Simone sourit, montrant discrètement l'enregistreur. Vos amis ici présents ont été très coopératifs. Jim regarda Carlos et Robson avec haine. Et Kane, vous m'avez dénoncé. Ils ont fait le bon choix. Simone intervint. Le même choix que vous pouvez faire maintenant. Lequel? Collaborer avec moi pour mettre fin à tout ça le plus facilement possible, ou je livre tout ce que je possède à la police, et vous répondrez seul d'avoir formé un gang, Russell, et commis des dizaines de vols. Digno essaya de le cacher, mais Simone voyait la panique dans ses yeux. Il savait qu'il était coincé. De plus, continua Simone, je connais au moins 10 chauffeurs routiers qui ont été victimes de votre stratagème. Il serait très intéressé de savoir qui était derrière les vols. Pour insister, elle fit signe à Joao.
Un camionneur chevronné assis à 2 tables de là. Il avait été cambriolé 3 mois plus tôt et avait perdu une cargaison de médicaments qui lui avait coûté son emploi. Non, attends, on peut parler. C'est ce qu'on fait, dit calmement Simone. Joao, voici Digno Montenegro. Il travaille à la Transcarga et c'est lui qui a donné les informations pour voler ta cargaison de médicaments en mars. Joao se leva lentement, son mètre 90 et ses 128 kilos faisant reculer Digno sur sa chaise. D'autres chauffeurs routiers commencèrent à s'approcher, conscients de la situation. Du calme, les gars, dit Simone en lui tendant la main. On ne veut pas d'ennui, on veut la justice. D'accord, Simone, dit Joao, mais ses yeux restèrent fixés sur Digno. Et ce salaud m'a fait perdre mon travail. Digno était visiblement terrifié, entouré de camionneurs qui avaient été blessés par ses actes. Simone comprit qu'elle avait pleinement le dessus. Tu travailles avec moi pour réparer les dégâts que tu as causés ou tu en assumes les conséquences. Seul, ce sujet était-il satisfaisant? Voulez-vous faire des ajustements, ou pouvons-nous passer au suivant? Citation. Jim regarda autour de lui et réalisa qu'il était complètement encerclé. 6 camionneurs s'étaient approchés de la table, tous avec des expressions qui ne laissaient aucun doute sur ce qu'ils pensaient de lui. D'accord, marmonna Digno avec des sueurs froides. Que voulez-vous? Simone se pencha en avant. Deuxièmement, les noms des receleurs qui ont acheté les biens volés. Troisièmement, vous me rendrez l'argent que vous avez gagné grâce à ce. Joao l'interrompit en frappant du poing sur la table. Tout comme j'ai dû redoubler d'efforts pour récupérer ce que j'ai perdu à cause de vous. J'ai failli perdre le camion, parce que je ne pouvais pas payer les mensualités. Citation. Digno a essayé de se justifier. Je ne faisais que transmettre des informations. Je n'ai jamais blessé personne directement. Citation. La lâcheté est pire que la violence, dit froidement Simone. Au moins le braqueur assume le risque. Tu étais en sécurité dans ton bureau pendant que d'autres faisaient le sale boulot. Citation. Carlos, qui était resté silencieux, finit par parler. Il a raison, Simone. Digno disait toujours que ce n'était qu'une information, que c'était notre responsabilité. Toi, siffla Digno à Carlos. Simone comprit qu'une transformation était en cours. Carlos Robson et même Marcelo, qui étaient discrètement retournés au bar, commençaient à voir Digno pour ce qu'il était vraiment, un manipulateur qui exploitait la vulnérabilité des autres. Il y a encore une chose, dit Simone en sortant son portable. Je vais appeler mon contact à la police fédérale des autoroutes. L'agent Santos est un expert en crime sur la route. Si vous faites ça, ma famille, vous auriez dû penser à votre famille avant de commencer cette vie. Joao l'interrompit. Je suis Simone, le chauffeur routier que vous avez rencontré dans l'affaire de la station-service, où vous vous êtes arrêté. Digno essaya de se lever, mais se retrouva bloqué par les chauffeurs routiers. Et les receleurs? Demanda Carlos. Ils doivent aussi payer une chose à la fois. Simone répondit. Si les receleurs découvrent que c'est moi qui les ai dénoncés, vous pouvez obtenir une protection en coopérant avec la police, dit Simone. Digno prit une grande inspiration et commença à parler pendant les 15 minutes qui suivirent. Il avoua les détails de la machination, comment il avait identifié la cargaison la plus précieuse, comment il avait transmis l'information, combien de groupes de braqueurs travaillaient pour lui, et surtout, qui étaient les receleurs qui avaient acheté les biens volés. Carlos Robson et Marcelo écoutèrent en silence, réalisant enfin l'ampleur du complot auquel ils participaient. Ils n'étaient que de petits éléments d'une opération bien plus vaste. Bon sang, Marcelo, murmura-t-il, nous n'étions que des pions. La question est, qu'allez-vous faire de cette information? L'agent Santos arriva au bar, accompagné de 2 enquêteurs. Simone le connaissait pour d'autres affaires sur la route. Simone, vous avez dit détenir des informations importantes. Il la salua, observant la scène. Je suis le cerveau de l'opération, répondit-elle en désignant Digno et 3 collaborateurs prêts à tout dire. Carlos se leva, visiblement nerveux. Officier, nous avons des messages de Digno, coordonnateur des vols, avec les dates, les heures, la valeur de la cargaison, et j'ai l'enregistrement de ses aveux. Santos écouta quelques passages de l'enregistrement, son expression devenant de plus en plus sérieuse. Citation. Monegro, êtes-vous au courant de ces crimes? Digno a tenté de nier, mais Marcos, le chauffeur du camion qui avait perdu le chargement électronique, l'a abordé. Monsieur l'agent, je peux confirmer, mon chargement a été volé exactement le jour et l'heure mentionnés dans l'enregistrement. D'autres chauffeurs routiers ont commencé à signaler leur cas, créant une image accablante contre Digno. Santos a rapidement pris des notes, réalisant qu'il avait entre les mains la solution à des dizaines d'affaires en cours. C'est un complot. Digno a fini par exploser, a dit l'un des enquêteurs en montrant les messages sur le portable de Carlos. Simone s'est levée. Et, monsieur l'agent, puis-je vous parler en privé? Ils se sont éloignés de quelques mètres. Qu'avez-vous en tête? Simone, ces 3 jeunes hommes, dit-elle en désignant Carlos Robson et Marcelo, ne sont pas des criminels de carrière, mais des individus désespérés qui ont été manipulés. S'ils coopèrent pleinement, y compris en témoignant contre les receleurs, envisageriez-vous un accord? Pensa Santos. Cela dépend du niveau de coopération. S'ils aident, démanteler tout le réseau,
Ils vous aideront, je vous le garantis. À ce moment-là, le portable de Digno, un des receveurs, expliqua Carlos, celui qui achète la plupart des marchandises volées. Santos fit signe à Digno de répondre, mais activa discrètement le haut-parleur. Quel genre de problème? Simone fit signe à Digno de continuer. Il prit une grande inspiration. Les gars étaient attrapés. Le chauffeur du camion réagit. Ricardo explosa à l'autre bout du fil. Tu es incompétent. Maintenant ils peuvent nous dénoncer. Santos regarda ses enquêteurs. On a déjà assez pour arrêter toute la bande. Mais il y a une chose, dit Simone pensivement. Et Ricardo ignore que Digno a été arrêté. S'il se présente à l'entrepôt en s'attendant à trouver Digno, sourit Santos. C'est exactement ce que je pensais. Mon négro, allez-vous collaborer à une opération? Digno regarda autour de lui, voyant qu'il n'avait pas le choix. Que voulez-vous que je fasse? Vous constaterez que Ricardo a accepté, mais nous attendrons. Carlos s'approche. Puisque nous connaissons l'entrepôt, savez-vous comment Ricardo travaille? Nous pouvons aider à l'arrêter, lui et les autres receleurs. Simone regarda les trois anciens braqueurs, et sourit. En quelques heures, ils étaient passés du statut de criminel à celui de collaborateur de la justice. Comme le faisait toujours Maître Taix, il disait que le véritable pouvoir du karaté ne résidait pas dans la défaite des ennemis, mais dans leur capacité à les transformer en alliés. Très bien, dit Santos. 3 heures plus tard, au dépôt de Transcarga, l'opération policière fut un franc succès. Ricardo et 2 autres receleurs furent arrêtés en flagrant délit. Lorsqu'ils arrivèrent pour retrouver Carlos Robson et Marcelo fournirent des informations cruciales, qui permirent à la police de cartographier l'ensemble du réseau criminel. 23 personnes furent arrêtées, et 2,3 millions de marchandises furent récupérées. Le chef de la police, Santos, informa Simone qu'il s'agissait de la plus grande opération de lutte contre le vol de marchandises de l'histoire de la région. Il était presque 6 heures du matin, et elle devait livrer sa cargaison à Duque de Caxias, avant 10 heures. Miraculeusement, il serait encore temps. Et les 3 garçons, demanda-t-elle, répondront de leur crime, mais avec des avantages pour leur collaboration, probablement des travaux d'intérêt général et une mise à l'épreuve. Marcelo s'approcha, visiblement ému. Simone, je ne sais comment te remercier. Tu m'as sauvé la vie, tu as sauvé la tienne en faisant le bon choix, répondit-elle. Carlos est également venu me dire au revoir. Je vais essayer de retourner à l'école. Je veux suivre une formation technique en logistique. Je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer dans ma vie, mais aujourd'hui j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Si jamais tu veux quitter la route, nous avons un programme de protection des témoins qui a besoin de personnes comme toi. Avec tes connaissances en karaté et ton courage, tu ferais une excellente enquêtrice. C'est là que je peux faire la plus grande différence. Quand elle rentra enfin à la maison, Marina se réveillait pour aller à l'école. Maman, comment s'est passé le voyage? C'était intéressant. Ma fille, maman a appris que parfois les gens font de mauvaises choses, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont perdu leur chemin, et que tout le monde mérite une seconde chance. Et toi, as-tu pratiqué le karaté? Demanda Marina, les yeux brillants. Le vrai karaté ne consiste pas à se battre, mais à protéger, à enseigner et à transformer. Cet après-midi-là, Simone alla raconter à Maître Takahashi les événements de la nuit précédente. Tu as fait le bon choix, Simone Chan, dit le vieux maître, après avoir entendu toute l'histoire. Le karaté sans compassion n'est que violence, la compassion sans force n'est que faiblesse. Tu as trouvé l'équilibre. 6 mois plus tard, Simone reçut une lettre. Elle venait de Marcelo, qui avait décroché un emploi au garage et étudiait la mécanique. Carlos, diplômé en logistique, avait trouvé un emploi dans une entreprise de transport. Même Robson travaillait comme agent de sécurité dans une entreprise, mettant son expérience à profit pour protéger, et non pour menacer. D'autres chauffeurs routiers ont commencé à demander conseil à Simone en matière de sécurité, et elle concluait toujours par la même phrase: la vraie force ne réside pas dans la défaite des autres, mais dans leur capacité à les aider à trouver le bon chemin. Sur le mur de sa chambre, à côté de la photo de sa ceinture noire, Simone avait accroché une photo du jour où Marcelo avait reçu son premier salaire honnête. Pour elle, ce fut sa plus grande victoire. Car 2 ans plus tard, Simone roulait sur la même route BR16, où tout s'était passé. La radio du camion grésilla. Simone, ici Marcelo Cambio. Elle sourit en reconnaissant la voix sur la radio amateur. Je viens d'être promu chef d'atelier. Il contribue à améliorer la sécurité des voies de communication. Et Robson, est-il marié? Sa femme est enceinte. Simone s'est arrêtée à la même station-service, où elle avait l'habitude de s'arrêter avant les événements de cette nuit-là. Le pompiste, Monsieur Jiwan, la saluait. On dit que vous avez transformé les criminels en braves gens grâce au karaté. Ce n'était pas tout à fait ça, Monsieur Jiwan. Le chauffeur, un jeune homme noir, est sorti nerveusement. Excusez-moi madame, êtes-vous Simone, celle qui enseigne l'autodéfense? J'enseigne des bases. Oui,
Je suis novice dans le métier et j'ai très peur des vols, bien sûr. Mais d'abord, dis-moi, as-tu déjà entendu parler du karaté? Seulement au cinéma. Ensuite, je te donnerai la première leçon. Le jeune conducteur écoutait attentivement Simone, expliquer les techniques de base de l'autodéfense, et surtout, comment gérer les situations conflictuelles en utilisant l'intelligence plutôt que la force. Alors qu'il démarrait, plus confiante, Simone jeta un coup d'œil au rétroviseur, où sa ceinture noire oscillait encore doucement. Ce n'était pas seulement un symbole de ses talents martiaux, mais un rappel que la vraie force résidait dans l'élévation des autres, et non dans leur abattage. Sur le chemin de la vie, elle avait appris que chacun méritait une seconde chance pour trouver le bon chemin. Waouh, quel voyage incroyable nous venons de vivre ensemble, n'est-ce pas? L'histoire de Simone nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans la défaite de ses ennemis, mais dans leur transformation en alliés. Ce courage ne signifie pas l'absence de peur, mais le fait d'agir correctement malgré la peur, et que tout le monde, absolument tout le monde, mérite une seconde chance. Si vous avez regardé jusqu'ici, laissez un commentaire. J'ai regardé jusqu'au bout. Je veux voir combien de guerrières comme Simone nous avons ici sur la chaîne, et dites-moi quel moment de l'histoire vous a le plus touché. Était-ce lorsqu'elle a affronté les 3 voleurs en utilisant le karaté, lorsqu'elle a décidé de donner une seconde chance aux garçons, ou lorsque nous avons découvert leur fin heureuse 2 ans plus tard? Cette histoire prouve que nous pouvons transformer n'importe quelle situation difficile en opportunité de croissance et de changement. Simone a utilisé ses compétences, non seulement pour se défendre, mais aussi pour transformer des vies. Ne manquez pas la prochaine vidéo, cliquez sur la vidéo sur le dernier écran qui apparaît, et n'oubliez pas d'activer la cloche, pour ne rien manquer de nos histoires de victoire. À bientôt, guerriers.